Ferid Bouguedir, vous êtes réalisateur, vous êtes critique tunisien, et vous êtes en train de mettre en place un fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous en décrire les objectifs principaux? Oui, en fait, pour être utile, puisque le thème de cette réunion, c'est la coopération cinématographique au service de la diversité culturelle, juste avant de vous parler du fond, je peux vous dire un petit peu le feedback, puisque après avoir écouté tous ces remarquables, disons, défenseurs de la diversité à travers les aides cinématographiques, il faut que je donne le feedback de ce que vivent les cinémas africains par rapport à cette aide. Et pour être très utile, je vais vous dire ce qui va très bien, je vais vous dire ce qui va moins bien, et je vais vous dire ce qui vraiment est améliorable. Et je crois que Eusanne Palsy, je suis très content qu'elle soit là, parce qu'elle aura beaucoup à dire aussi sur ce qui est améliorable. Comme ça, cette table ronde, peut-être, se terminera sur des recommandations positives, et pas uniquement sur des bilans, parce que c'est sûr qu'on peut faire des bilans à cause de l'anniversaire de la diversité culturelle, mais améliorer encore la diversité culturelle en améliorant la coopération, c'est mieux, parce que ça peut vraiment faire atteindre une diversité culturelle réelle. Alors, je voulais d'abord vraiment remercier Pierre-Emmanuel Serre du CNC, parce que moi j'arrive de Tunisie. Je voulais vous dire qu'on résiste, tout va bien, et que vraiment la liberté d'expression est une chose qu'on ne peut plus nous arracher. On peut faire des guignols des islamistes tant qu'on veut, on peut faire des guignols du président de la République, on peut dire ce qu'on veut, on n'est absolument pas réprimé. On a eu une dérive islamiste, je ne sais pas comment, on est par une acrobatie incroyable, on est retombé sur nos pattes. Voilà. Et je voulais remercier le CNC parce que moi, après la Révolution, on m'a encore collé la corvée d'être le coordinateur des associations de cinéma nées avant et après la Révolution. Comme moi, j'ai mis toutes les casquettes, comme vous l'a dit maintenant M. David. J'étais réalisateur et critique et historien des cinémas africains pendant longtemps. J'écrivais dans le journal Jeune Afrique, directeur du Festival panafricain du cinéma, les journées cinématographiques de Carthage, membre fondateur de la Fédération panafricaine des cinéastes, et maintenant essayant de créer quelque chose qui puisse faire qu'on dépende moins de la coopération du Nord, c'est-à-dire un fonds panafricain du cinéma qui soit beaucoup l'expression de la solidarité Sud-Sud et pas seulement du rapport Nord-Sud. Alors je voulais remercier le CNC parce qu'après la Révolution, on a tout fait pour faire un centre national du cinéma tunisien, et qui c'est qu'on a trouvé? C'est le CNC qui nous a envoyé M. Bérézia à l'époque, qui était en relations internationales, qui nous a aidés, et on a créé effectivement un CNC, ce qui est la base pour qu'on puisse compter sur nous-mêmes et pas seulement sur la coopération internationale. Malheureusement, une fois qu'on l'a créé, les islamistes sont arrivés au pouvoir et on a arrêté la deuxième partie qui était le financement par l'audiovisuel. Comme a dit M. Cerf, le financement, les salles maintenant sont inexistantes à cause du piratage, mais le financement au moins par les recettes publicitaires de télévision, par les fournisseurs d'Internet, voire, comme vient de le faire le Tchad, que je salue, par une partie des recettes de la téléphonie mobile. Alors, pour bien vous situer, pour ce qui va très bien, c'est que, vous voyez, le cinéma en général est une économie de marché. C'est-à-dire qu'il y a un film qu'on produit, ça coûte de l'argent. Après, pour récupérer cet argent, il faut un nombre de salles suffisant, un nombre d'écrans suffisant, salles ou télé, pour récupérer cet argent. Et ensuite, si possible, faire des bénéfices. Et avec ce bénéfice, faire un second film. Ça, c'est l'économie du cinéma. Eh bien, le cinéma africain, lui, fonctionne absolument sans économie de marché. C'est un cinéma qui, sans la coopération internationale, n'existerait absolument pas. C'est-à-dire que, je le dis vraiment avec force et sans complexe, sans la France en particulier, tout un pan des cultures de l'humanité, qui sont les cultures africaines, je parlais de l'expression des vraies cultures africaines, pas des films de divertissement commercial, tout un pan des cultures de l'humanité serait absent de 7e art, vraiment totalement absent. Et je ne sais pas, moi je m'étais interrogé, je me suis dit peut-être parce que la France, c'est le pays qui a fait la révolution de 89, alors même quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont amené dans leurs bottes les principes égalitaires de la révolution de 89, liberté, égalité, fraternité, et sans arrêt, ils se sont, grâce à ça, ils ont justifié le fait qu'ils venaient prendre des matières premières par le fait qu'ils soutenaient aussi la culture, qu'ils soutenaient la création, qu'ils apportaient la civilisation, la culture. Et ça, c'est un des paradoxes, mais très intéressant pour nous, parce que c'est comme ça qu'on a pu faire des films. Alors, la France, elle, a soutenu tous les films africains. Il y avait même un ministère de coopération qui a soutenu tous les premiers films, y compris La Noire 2, le premier long-métrage africain de Saint Ben Ousmane en 1966. Puis après, c'est passé aux affaires étrangères où
Nous, Maghrébins, on a été inclus parce qu'on n'était pas dans le premier lot. Le Fonds Sud s'est intéressé aussi aux pays d'Amérique latine et d'Asie. Et maintenant, c'est devenu World Cinema. Et la France continue, heureusement, sa mission de soutien de la diversité culturelle par le cinéma. Par contre, l'autre grand allié qu'on a, c'est ce qu'on peut appeler, ce qui a été cité plusieurs fois ici, la cinéphilie mondiale. C'est-à-dire que sans la cinéphilie mondiale, nos films ne verraient même jamais la lumière. Pourquoi cela ? La cinéphilie, également inventée par la France. La France, chapeau, c'est le meilleur système d'encadrement de cinéma du monde. On a tous envie de le copier. Le meilleur système de soutien au monde, toujours bombardé par Hollywood, toujours attaqué par l'Amérique pour pouvoir forcer le fait que, par exemple, des pays comme l'Allemagne, je crois qu'il y a 90% des salles occupées par Hollywood, et en France, grâce aux lois françaises, c'est seulement 60%. Et en Corée, ils ont réussi à casser le quota qui était de 40% en faveur des films coréens pour arriver à 20% seulement. Sinon, les Américains cessent les aides économiques. C'est presque, on fait des échanges qui n'ont rien à voir avec le cinéma, mais vous cassez d'abord votre quota avant qu'on vous donne le droit d'importer vos légumes coréens ou vos voitures coréennes et tout ça. Bon, ça, on pourra répondre aux questions à tout ça. C'est pour vous dire que c'est très paradoxal. La cinéphilie, inventée par la France, est une religion très démocratique. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'un vrai cinéphile, comme ceux que représente mon ami Vincenzo, qui dit que ce n'est pas juste un guichet, il veut savoir l'esthétique du film et la lumière et comment est-ce que c'est un regard différent. La cinéphilie est une religion réelle, démocratique. Pourquoi ? Parce qu'un vrai cinéphile considère et croit sincèrement que du plus petit village du Burkina Faso peut surgir l'égal d'un Kurosawa. Et il le met immédiatement à la hauteur d'un Kurosawa. Donc pour un cinéaste africain, si on prend Souleymane Cissé par exemple, c'est quand même inouï. Un gars qui était photographe, qui a été formé à Moscou, il fait un film et puis tout de suite il a accès au Festival de Cannes, il passe à la quinzaine, puis à certains regards, puis à la compétition officielle. Et il reçoit un prix du jury pour Yellen. Comme par hasard, Yellen, ça veut dire la lumière. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la lumière grâce à la cinéphilie. Et cette cinéphilie, évidemment, heureusement, lancée par la France, existe dans toute la planète. Donc nous, quand nous allons à New York, on va au musée d'art moderne, on va à Lincoln Center, on a partout ces espèces de supporters. Et les lieux visibles sont les festivals. Les festivals sont les lieux où existe la cinéphilie. Et économiquement, ce cinéma peut exister grâce à ça. Pourquoi ? Par exemple, le cinéma africain, Tahar Sheria, qui était le fondateur de Carthage, disait « les films africains, c'est des corps sans tête, parce qu'ils n'ont pas d'économie de marché. Les têtes, c'est les réalisateurs. Et les corps, il n'y a pas. » Et donc, imaginez, quand on va dans un festival et que, par souci de diversité culturelle, le festival va montrer un film de Souleymane Cissé ou de Mahamat Saleh Haroun ou de Moussa Touré, eh bien, il y a des retombées économiques. C'est-à-dire qu'il y a des télévisions européennes qui vont l'acheter, il y a Arte qui va l'acheter, et brusquement, il y a une économie qui se met en place qui vient de la cinéphilie et qui ne vient nullement, comme ça serait normal, du pays lui-même, du pays africain. Les pays d'Amérique latine, eux, ils ont un marché, ils ont une économie de marché. Si on prend le cinéma mexicain ou brésilien ou iranien, il y a des gens qui font voir des films commerciaux iraniens dans les salles et qui rapportent de l'argent. Alors que le cinéma africain, c'est un mystère, c'est un paradoxe des cinémas qui existe uniquement en dehors de ses frontières pratiquement. Et les films ne sont pas vus en Afrique non plus. Alors maintenant, je passe aux effets pervers, si vous voulez bien. C'est que, imaginez un cinéma dont le seul public n'est pas son public national. Le premier public, c'est le public des cinéphiles occidentaux. Alors, le malheureux cinéaste africain, consciemment ou inconsciemment, il va se modéliser sur les attentes, non pas de son propre public sénégalais ou burkinabé, mais sur les attentes du critique européen, du cinéphile européen, du patron de festival européen. Et il va, c'est pas un mal, hein, mais il va privilégier un cinéma qui est prisé par les cinéphiles, c'est-à-dire un cinéma d'abord très esthétique, parce que c'est ça qui va plaire aux cinéphiles. Ils vont dire « Ah, voici une culture autre ». Et surtout, voici un rythme autre. Comme disaient nos amis des fonds, il faut qu'ils sentent qu'il y a un regard différent et qu'il y a donc un point de vue différent. Donc peu à peu, ce qui va plaire aux cinéphiles, c'est des films, disons, assez esthétiques d'abord et assez hiératiques. C'est-à-dire, c'est un peu... on sent que c'est un rythme différent là-bas chez eux en Afrique. Ils ont le temps, ils marchent lentement d'une case à l'autre pendant des kilomètres. Et puis, ils ont aussi, c'est une espèce d'Éden, de paradis terrestre. Regardez, on revient au sentiment de base, Là, regardez comme
le sentiment d'honneur peut créer des tragédies, comment, par exemple, peu à peu, les cinéastes vont faire des films où il y a comme disait Vincenzo, des sujets universels. C'est-à-dire, si vous prenez Hélène, c'est l'affrontement d'un père et d'un fils pour le pouvoir magique. Si vous prenez Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun, qui, comme par hasard, est également primé à Cannes, comme Hélène, c'est également l'affrontement entre un père et son fils. Donc, quelque chose qui va nous ramener à la tragédie grecque, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut tout de suite assimiler comme étant un thème qui nous touche tous, mais servi par une esthétique qui est aussi une esthétique, non pas exotique, comme dirait Vinceau, heureusement, c'est de l'exotisme culturel, c'est-à-dire qui va nous transporter ailleurs. C'est le trip, c'est-à-dire qu'on va en regardant ce film se dire « Ah, putain, mais on était au Tchad pendant 2 heures, c'était fabuleux, on était là ». Je ne dis pas ça méchamment, hein. Je vous dis que peu à peu, le cinéaste va... Regardez ce qui arrive à Timbuktu. Timbuktu, c'est un film remarquable. C'est un film qui va allier 2 choses à la fois l'esthétique, et qui va vous montrer aussi ce paradis terrestre avec un Touareg qui vit sous la toile, sous la tente. Ils sont tous les 2 très beaux, ils jouent de la guitare, et puis les méchants islamistes arrivent et leur gâchent la vie. C'est en même temps un film très courageux parce qu'il va vous montrer la vie quotidienne aussi des djihadistes, et qui sont des êtres humains comme les autres. L'un va fumer en cachette, l'autre danse dès qu'il est tout seul, et l'autre... Et en même temps, il répond à une angoisse des Français qui est très forte par rapport au djihad, très forte par rapport aux attentats, à cette monstruosité qui s'appelle maintenant le radicalisme islamiste, et où des gens qui sont arrivés à l'absurdité totale, c'est-à-dire mourir pour exister. Vous voyez cette chose extraordinaire, mourir pour exister. Et alors, quand vous voyez le phénomène Timbuktu, vous dites, c'est génial. Sylvie Piala, elle a bien encadré Abderrahmane Sissako, qui est un grand artiste, hein, qui est vraiment, moi c'est quelqu'un que je salue, c'est vraiment un vrai réalisateur, c'est un créateur. Mais elle l'a encadré de façon à ce que les films correspondent au créneau cinéphilique attendu, si bien qu'il y a à la fois le dépaysement, à la fois on vit pendant 1h30 dans un paradis terrestre, ce qui est beaucoup moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Club Med ou ailleurs, et en même temps on a quelques renseignements sur les djihadistes, et du coup on est un peu moins angoissé, on dit c'est comme ça que ces imbéciles fonctionnent. C'est très intéressant. Prenez maintenant Timbuktu, 800 000 entrées en France, et maintenant prenons le FESPACO, le Festival panafricain, 1 million, ça y est ? Ah, bravo, merci Pierre-Emmanuel. C'est génial. Non, mais pour nous, c'est une chance inouïe. Moi, je suis là pour cerner les paradoxes, pas pour faire de la polémique facile. Et puis, vous, dans le Nord, vous ne nous aidez pas. Ça, on a déjà donné, c'est fini et c'est nul. Mais prenez Timbuktu. 1 200 000, comme dit Pierre-Emmanuel Serre ici. Au festival panafricain de Ouagadougou, ce film qui est apparemment absolument, je ne dis pas formaté, mais correspond aux attentes absolues du public occidental, il n'a même pas de prix là-bas. Il reçoit des prix secondaires, le prix de la meilleure musique. Et c'est comme si on disait à Sissako, bon, toi, tu as fait exactement ce qu'attendent les cinéphiles occidentaux, mais nous, ça ne nous parle pas beaucoup, ces histoires de magnifiques couples très beaux sous la tente. Et de nous, c'est pas vraiment ça, sous la tente, c'est pas le beau gosse qui joue de la guitare. Et voilà, et le tragédie, tuer une vache peut provoquer voilà, la loi du talion, etc. Je ne critique pas le film, hein, c'est un très beau film. Mais je vous explique les effets pervers secondaires. Ceci dit, vous me direz, il vaut mieux avoir des films formatés pour la cinéphilie occidentale et pour les fonds qui les soutiennent que d'avoir des mauvais films africains commerciaux, comme il y en a plein au Nigeria. C'est pour ça que je ne cite pas les anglophones, qui sont majoritairement des mélodrames, des trucs comme ça d'expression artistique. Donc, si vous voulez, le miracle qu'a fait la France, c'est qu'elle a non seulement aidé un pan des cultures de l'humanité à exister, mais qu'elle l'a aidé à exister sous une forme artistiquement supérieure, une forme artistiquement belle, valable, expressive. Et donc, maintenant que j'ai défini comment ça marche, il y a aussi dans la cinéphilie déjà un défaut. Un défaut, c'est des modes aussi cinéphiliques. C'est-à-dire qu'à un moment, le cinéma africain était à la mode. Vous alliez à un certain regard, vous trouviez 6 films africains, vous en trouviez 2 à la quinzaine, d'autres. Et puis après, ça passe de mode. Ça passe de mode. Du coup, on s'intéresse plus au cinéma coréen, comme il y a la mode du cinéma iranien, avec beaucoup de gamins, avec des ballons blancs et tout ça, et des savates trouées. Et on retourne aux fondamentaux. Et vraiment, comme là-bas, ils sont encore au niveau biblique et tout ça. Et puis, après, tiens, le coréen, ils sont magnifiques, ils sont géniaux, grâce
à l'encadrement du cinéma coréen qui est un peu copié sur le cinéma français, il y a de très grands auteurs coréens comme Han Sang-soon, et il y a aussi du cinéma de genre coréen comme Old Boy qui arrive à avoir le Grand Prix du Festival de Cannes, quand même le 2e prix, vous imaginez. Et ça, c'est parce que il y a eu un encadrement national qui fait que ce cinéma coréen n'est pas fait que pour les festivals. Il est fait aussi pour le public local. Il marche, les films de gangsters marchent sur le point de vue local. Ils vont aller jusqu'à décrocher le Grand Prix de Cannes avec Old Boy. Voyez. Alors maintenant, comment arriver à améliorer, entre guillemets, ce qui ne va pas, disons, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, je dirais, dans l'aide qui est majoritairement française, c'est que la vision française de l'aide au cinéma du Sud, au nom de la diversité culturelle, tend malheureusement à beaucoup franciser la diversité culturelle. Voilà ce que j'essaie de vous sortir comme paradoxe. Par exemple, les lois françaises qui soutiennent heureusement le cinéma français contre Hollywood, contre l'ogre hollywoodien, parce que sinon Hollywood qui s'est battu ici même à l'UNESCO pour détruire la notion d'exception culturelle, diversité culturelle, en sortant cette énormité que le cinéma n'est pas de la culture, le cinéma c'est du divertissement. Évidemment, entertainment, ça les arrangeait, parce que du coup on sautait toutes les lois du CNC pour soutenir le cinéma disparaissait, parce que le cinéma devenait comme les boîtes de tomates de conserve, échangeables à merci, et on était sous la loi du plus fort, c'est-à-dire Hollywood, absolument partout. Et donc, la France aide, par le Fonds Sud que représente Madame, les films dans leur langue originelle. C'est-à-dire que ça, c'est de la vraie diversité culturelle. On a les gens parlant dans leur langue, ce qui est essentiel pour cette diversité culturelle, pour savoir comment vraiment les gens s'expriment dans ces pays. Par contre, si vous passez un palier supérieur et que vous obtenez, à la faveur d'une coproduction, non pas seulement le Fonds Sud que représente Madame, mais carrément l'avance sur recette que représente Pierre-Emmanuel Serres, là vous avez des contraintes terribles par rapport à la langue. Et ça, on peut le comprendre, parce que on vous oblige à ce moment-là, un film qui obtient l'avance sur recette doit avoir 60% au moins de dialogue parlant français. Mais parlant français, je veux dire vraiment parlant français. C'est-à-dire, moi à l'époque, quand j'avais fait Alpha Win, j'avais eu l'avance sur recette. Merci le CNC. De temps en temps, je lance un petit coup de truc à mon ami Pierre-Emmanuel. À ce moment-là, c'était moins rigoureux. Donc j'avais tourné en arabe dialectal tunisien, et puis après, on a doublé le film en français, on a livré le film doublé en français. Tant que ça parlait français, ça allait. Par contre, je ne sais pas si c'est une légende, mais il paraît qu'un certain Luc Besson aurait eu l'avance sur recette pour un film qui s'appelle Jeanne d'Arc, avec sa copine de l'époque, Mila Jovovich, et qu'il a tourné directement en anglais, parce qu'il avait le marché américain ouvert par le 5e élément. Et du coup, je crois que c'est devenu plus sévère. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas à cause de ça. Et maintenant, quand vous tournez un film dont 60% doit être en langue française, je ne sais pas, Pierre-Emmanuel va me corriger ou pas, il paraît que si on a un doute, on amène des sourds-muets qui ont l'habitude de lire sur les lèvres et qui vous disent « Oh là 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 là, il n'a pas du tout dit « Buana, je vous suis dans la bourse », il a dit autre chose. Et à ce moment-là, on doit rembourser l'argent, ce qui est justice. Alors moi, je m'étais beaucoup battu, puisque j'étais président de la commission de réforme du cinéma tunisien. Enfin, j'ai eu beaucoup de casquettes, comme je vous l'ai dit. Et à l'époque, Dominique Vallon, qui était directeur du CNC, qui nous a vraiment beaucoup soutenu. Je lui rends hommage aussi, parce qu'il a défendu le cinéma africain de façon incroyable. Il était patron de Valérie Moreau à l'époque. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas les langues qui sont parlées en France, puisque vous acceptez le breton et l'occitan? Or, l'arabe dialectal maghrébin est tout à fait parlé en France. L'antillais, le créole, puisqu'elle est là, Zen Palsy, le créole est une langue parlée en France par tous les Antillais. Donc, une façon d'améliorer cela et de faire que le film ne soit pas... Prenez La Pirogue, par exemple, qui parle des émigrants, qui est passé à la Saint-Regard à 3 ans, la moitié des acteurs parlent français, ce qui n'est pas tout à fait crédible, quoi. Timbuktu, c'est pareil, la moitié des gens parlent en français. Alors, si on arrivait à ce que, pour améliorer encore cette coopération, faire que on arrive à faire comprendre aux Européens, parce que c'est une question d'Europe. L'Europe, c'est elle qui dit non. Elle dit, vous défendez votre langue française, ok, mais pas autre chose. Si on arrive à leur dire, on va ajouter à la langue française le dialectal maghrébin
et aussi le créole, entre autres, là, vous auriez beaucoup plus de films de vraie diversité culturelle avec des vrais moyens, parce que l'avance sur recette, c'est des vrais moyens, et pas seulement des moitié-moitié, quoi, des films de diversité culturelle qui causent français. Et pour terminer, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France aussi, c'est un protectionnisme très fort. C'est-à-dire quand vous donnez de l'aide, vous devez dépenser beaucoup en France. C'est-à-dire vous devez soutenir l'industrie française, faire votre mixage ici. Alors que les Allemands, quand même, sont moins... ils ont moins cette idée de l'universalité du français qui est l'université mondiale, en fait, l'université française, si bien qu'on peut dépenser tout l'argent au Guatemala ou ailleurs. Et je vous remercie de votre attention.